pour avoir une version enregistrée parce que les autres fois ça n'a pas marché. Voilà. Donc, avant de commencer, on va peut-être expliquer le titre. Ok. L'hydrostatique pour vous, ça veut dire quoi? Hein? Quelque chose à la surface de l'eau. À la surface de l'eau. Pourquoi? Alors, on est d'accord que hydro. On est d'accord que hydro, c'est une racine grecque qui fait référence à l'eau. La statique, bah, c'est l'étude de l'eau au repos. Okay. Quand on fait de l'hydrostatique, ça veut dire qu'on étudie de l'eau au repos. C'est-à-dire que c'est pas de l'hydrodynamique, parce que l'hydrodynamique, c'est quand on étudie l'eau qui se déplace dans les tuyaux, etc. Ça, c'est de l'hydrostatique. Okay. Et la pression, bah, pourquoi est-ce qu'on fait la pression maintenant après avoir étudié les forces? Parce que, comme vous le verrez, une pression, c'est en fait défini comme étant une force sur une surface. Okay, donc c'est lié aux forces de manière très directe. On verra que la pression, c'est une force divisée par une surface. Ok? Bon, alors maintenant, on va commencer aujourd'hui des définitions de base sur la pression. On va regarder cette définition pression égale force sur surface et puis après on va étudier la pression dans les liquides. Bon, là il y a pas mal de bruit, c'est sympa, mais bon, bah écoutez, on va continuer comme ça, au moins j'entends que vous êtes en ligne. Ok? Donc prenons la page 2 du cours, et puis dans la page 2, on pose un certain nombre de questions introductives. La première question, c'est pourquoi est-il plus aisé de marcher sur la neige fraîche avec des raquettes? Alors s'il y en a parmi vous qui n'ont jamais vu des raquettes, qu'est-ce que c'est? Les raquettes, c'est quelque chose qui se fixe sous les chaussures, et puis ça a une structure comme ça de treillis, ok, et c'est fait pour marcher sur la neige. Quand on met des raquettes, on s'enfonce moins dans la neige si on marche dans la neige fraîche. Alors pourquoi est-ce que vous pensez qu'on s'enfonce moins dans la neige avec des raquettes? Parce que le poids il est plus élevé. Il est plus... Pardon, il est plus quoi? Il est plus étalé, enfin il passe un point. Non, c'est ça? Oui, c'est ça. Plus étalé sur une grande surface. Ok? Parce que avant, sans la raquette, la surface de contact entre ton pied et la neige, bah, c'était la taille de la chaussure. Et puis avec raquette, la surface de contact, c'est la raquette. Et donc on augmente la surface de contact. Hein? Donc en fait, ça va diminuer la pression sur la neige et c'est pour ça qu'on ne va pas s'enfoncer. Pourquoi est-ce que ça fait mal quand une dame en talons aiguilles nous marche sur un pied? Qu'est-ce que vous pensez? Bah, y a tout le poids sur une toute petite surface. Voilà. Du talon aiguille. Donc on a effectivement tout le poids sur une petite surface. Et donc dans ce cas-là, on verra tout à l'heure qu'on a une pression qui est très importante. La raquette à neige, elle diminue la pression. Parce que la pression, c'est la force sur la surface. Donc si vous augmentez la surface, vous diminuez la pression. Mais ici, dans le cas de la dame, comme c'est la force sur la surface et que la surface est toute petite, bah, la pression devient très très forte. Okay? Et puis, pourquoi, question suivante, pourquoi une aiguille pénètre-t-elle avec autant de facilité dans la peau? Eh bien, si vous prenez un être humain et que vous voulez le piquer avec une seringue, les pointes avec une seringue, avec une aiguille, les pointes des aiguilles, elles sont un peu coupées en biseau comme ça. Pourquoi est-ce que ça rentre avec facilité dans la peau? Qu'est-ce que vous répondriez? Parce que la pression au bout de l'aiguille est assez forte pour... Voilà. La pression, c'est la force sur la surface. La surface est très petite. Donc la pression est très grande et l'aiguille
entre dans la chair. Ok? Donc ça, c'est les questions qui ont trait directement à la force qu'on exerce et à la surface. Et puis après, on a 3 questions d'une nature un peu différente. Et ces questions-là, on s'en occupera plus vers la fin du cours d'hydrostatique. Pourquoi un bateau flotte-t-il? Qu'est-ce que vous diriez? Hein? Pourquoi est-ce qu'un bateau flotte? Avec Archimède, là, voilà. La loi d'Archimède. La force d'Archimède. Ok. Donc un bateau, il flotte, il y a une partie du bateau qui est sous l'eau, il y a une partie du bateau qui est hors de l'eau. Et en fait, ce qui se passe dans un bateau, c'est que vous avez la force de pesanteur qui est dirigée vers le bas, comme d'habitude, qui dépend du volume du bateau, enfin de la masse du bateau. Et puis, vous allez avoir une force qui s'exerce vers le haut, qui est ce qu'on appelle la force d'Archimède. Et donc, cette force d'Archimède, elle compense la force de pesanteur. Elle agit vers le haut et elle permet au bateau de flotter. Alors, on verra ça, vous inquiétez pas. La question suivante, c'est la même chose. Comment est-ce qu'une montgolfière flotte? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Ça a quelque chose à voir avec la force d'Archimède, ça, ou pas? Non, du coup. Non? Ah, ou peut-être. Pourquoi non? Non. Il se trouve que la force d'Archimède... Entre l'air et le ballon. Un ballon, non? L'air chaud et l'air frais. Ouais. Alors, on verra ça plus tard pour la montgolfière, mais dans la montgolfière, vous avez 2 forces qui s'opposent. D'une part, la force de pesanteur, et d'autre part, vous avez une force d'Archimède qui s'exerce vers le haut. Okay. Alors, la force de pesanteur, elle dépend de la masse. Donc, en chauffant le gaz, vous remplissez le même volume avec moins de gaz. Et puis, la force d'Archimède, elle dépend uniquement du volume, elle ne dépend pas de la masse. Donc, si vous augmentez le volume sans changer la masse, vous augmentez la force d'Archimède. Mais bon, on verra tout ça là, à la fin du cours. Et puis, la dernière question, on la discutera aussi à la fin du cours. Pour aujourd'hui, j'aimerais commencer avec la définition de la pression qui se trouve à la page 3. Ok? Alors, on vous donne une définition de la pression qui est pression égale force perpendiculaire sur surface. Moi, je vous avais dit tout à l'heure que c'était la force sur la surface. C'est vrai que je n'ai pas précisé que c'était force perpendiculaire. Or, il se trouve que quand on est dans un liquide, la force, elle est toujours perpendiculaire à la surface. C'est pour ça que je ne retiens pas cette définition-là. Mais disons, dans tous les cas pratiques, je retiens la définition force divisée par la surface. Okay? Évidemment, si vous avez une force qui agit non perpendiculairement à la surface, hein, supposons que, je sais pas, on a un truc qui est dans l'eau, et supposons qu'on a une paroi ici d'un récipient, et supposons qu'on a une force qui agit sur cette paroi de manière non perpendiculaire, alors on va décomposer cette force et on va prendre uniquement la composante perpendiculaire pour calculer la pression. Mais franchement, c'est un truc qui arrivera jamais, donc vous inquiétez pas pour ça. Au niveau des unités, l'unité de la pression, c'est le pascal. Alors pourquoi le pascal? Parce qu'on a donné ce nom-là en honneur à Blaise Pascal, qui en plus d'être un philosophe était un physicien. Et le pascal, c'est en fait des newtons par mètre carré. Okay? Quand vous calculez la pression ici, la force, elle est en newtons. La surface, vous la donnez en mètres carrés, vous devez être dans les unités MKSA. Et les newtons par mètre carré, on a décidé d'appeler ça des pascals. Ok? On verra que le pascal, c'est une unité qui est petite.
Donc dans les calculs de pression, on aura souvent des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de pascal, vous verrez ça. On verra aussi qu'il existe d'autres unités, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Ok? Alors, on va faire ces petits exercices pour faire rentrer un peu cette loi-là. Le premier, c'est à propos des unités. Écrivez ce que vaut 1 pascal en fonction des unités de la force et de la surface. Alors, on a vu que la pression, c'était la force perpendiculaire sur la surface. Donc, 1 pascal, ce sera 1 newton sur 1 mètre carré. On est d'accord avec ça? Hein? Oui. Voilà. Alors, je fais cet exercice pour que vous vous représentiez ce que c'est qu'un pascal. Vous imaginez une surface d'1 mètre carré, donc 1 mètre par 1 mètre, et quelle masse il faudrait répartir sur cette surface pour avoir une force de pesanteur d'1 newton? Si vous voulez une force de pesanteur de 1 newton, vous devez prendre combien de masse? Allô, allô? Allô, la Terre, vous êtes là? Oui, oui. La question n'est pas très compliquée. Pour obtenir une force de pesanteur de 1 newton, il faut combien de masse? 0,1 kg. Ah, pardon? 0,1. 0,1 kg. Ok. Donc, une pression correspondant à 1 pascal, c'est comme si vous posiez une plaque de chocolat, parce que ça pèse 100 grammes une plaque de chocolat, c'est comme si vous posiez une plaque de chocolat sur une surface d'1 mètre carré et que donc vous répartissiez la masse de la plaque de chocolat sur ce mètre carré. Donc vous imaginez bien que ça vous fait une pression qui n'est pas très forte. D'accord? Voilà. Alors, commençons à calculer 2-3 choses. Exercice 1.2, un objet de 50 kg est posé sur le sol. Alors, on va supposer que notre objet est un cube comme ça. Sa section horizontale vaut 0,25 m². La section horizontale, c'est la surface qu'on obtient si on fait, entre guillemets, une coupe de cet objet horizontalement. Donc c'est la surface de contact avec le sol simplement. Quelle pression son poids exerce-t-il sur le sol? Je vous laisse essayer de le faire, c'est pas compliqué. Et puis on corrige dans 2 minutes. Ok? Ok. Moi je vais me cacher pour fumer parce que j'ai pas eu le temps de fumer avant. Alors vous partez de la formule pour la pression et puis ça sort tout de suite. Vous me dites quand vous finissez. Hein. J'entends plus rien là tout à coup. Vous êtes toujours là? Ah ouais, Oui, Ah, ok, Oui, oui, oui. oui, oui. ouais, c'est bon. c'est bon. Ok, donc ici, il s'agit d'appliquer la formule qu'on vient de voir, la force sur surface. Mais maintenant, il faut identifier cette force. Ok, donc quelle est la force qui appuie sur le sol dans cette situation? Bah, c'est évidemment la force de pesanteur de la masse. Ok, donc la force ici, je vais dire que dans ce cas-là, c'est la force de pesanteur. Et la force de pesanteur, c'est la masse fois G. Donc maintenant, j'ai toutes mes grandeurs, j'ai la masse, j'ai la surface, je peux calculer.
La masse, on a dit que c'était 50 kg. Le G, je vais l'arrondir à 10 parce que comme ça, je peux faire les calculs de tête. Et puis, la surface, elle est de 0,25. Et comme c'est donné en mètres carrés, c'est bon, vous êtes dans la bonne unité. Ok. Donc, ça fait 500 divisé par 0,25, ce qui fait 500 fois 4. Et ça vous fait 2000 pascal comme pression. Ok? Ça va? Ouais. Oui, oui. Ok, bah je vous laisse essayer le suivant. Alors vous verrez, le suivant, c'est une transformation de formule de celui-là, du 1.2. Essayez de le faire, le 1.3. Et puis après, on fera le 1.4. D'accord. C'est bon? Allô, allô? La Terre? Non, pas encore. Pas encore. Ouais, pas encore. On y va? C'est bon, ouais. C'est bon? C'est bon. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la même formule, et en fait, la formule dont on a besoin, c'est celle-ci. Pression égale masse fois G sur surface. Ok, on reprend cette formule, et puis il faut qu'on la transforme pour isoler la masse. Alors, pour isoler la masse, on doit multiplier par la surface. Ok, donc le P doit être multiplié par la surface, on multiplie par la surface des deux côtés, on divise par G des deux côtés, et ça vous donne maintenant la masse. Alors, calculons, la pression, on vous dit que c'est 120 pascal, la surface c'est 0,3 mètres carrés, on est dans la bonne unité, donc on met 0,3. Et puis, on va diviser ça par G, que de nouveau, j'arrondis à 10 parce que j'ai la flemme de calculer avec 9,81. 120 fois 0,3, ça fait 36. 36 divisé par 10, ça fait 3,6 kg. Ok. Et puis maintenant, je vous laisse faire le dernier. Je vous abandonne 2 secondes. Je dois aller aux toilettes, je reviens. Ok. Je vous laisse faire le 1,4. J'arrive.
Voilà. C'est bon? Oui. Ouais, c'est bon. Ok, donc de nouveau, on va partir de la même formule, puisque c'est toujours de la force de pesanteur qu'il s'agit, mais cette fois, on cherche la surface. Ok? Alors, une manière de faire, c'est de faire le produit en croix. Donc, la pression fois la surface doit être égale à M fois G. Et puis, ensuite, vous pouvez diviser par la pression et vous obtenez une formule pour la surface. Ok? Mg sur P, la masse, on vous dit ici que c'est 30 kg. G, je l'arrondis à 10. La pression, elle est de 1200 pascal. Ça nous fait 30 fois 10, 300 divisé par 1200, ça fait un quart. Ça fait 0,25. Et comme on est en unité MKSA, ça va vous donner 0,25 mètres carrés. D'accord? Ouais. Ok. Donc maintenant que vous avez compris ça, vous pouvez revenir aux exemples qu'on a regardés tout à l'heure. Avec cette formule-là, pourquoi est-il plus aisé de marcher sur la neige fraîche avec les raquettes? Parce que la pression, elle est beaucoup plus faible, étant donné que la surface est beaucoup plus grande. Si la pression est beaucoup plus faible quand on a des raquettes, eh bien, les raquettes vont moins s'enfoncer dans la neige que si on n'a pas de raquettes et que la surface est réduite à la surface du pied. Hein? Dans ce cas-là, les talons aiguilles, la surface est très petite, donc la pression est très grande. Et puis dans le cas de l'aiguille, la surface est très petite et donc la pression est très grande. Et l'aiguille, de cette manière, elle rentre dans la peau de manière facilement, quoi. Ok? Ok. Bon, alors, donc maintenant, on va continuer et on va s'intéresser à la pression dans les fluides. Alors, la pression dans les fluides, d'abord, il faut que je vous explique ce que c'est qu'un fluide. Attendez, j'ai un problème avec mes feuilles. Voilà. Ah, c'est pas vrai. On prend maintenant cette page-là, la page 4. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la pression dans les fluides, vous pensez? Et ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un fluide? Ok? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fluide? Vous savez ce que c'est qu'un fluide? Hein? Liquide. Alors, un fluide, c'est entre autres un liquide, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est fluide à part les liquides? L'air. Le gaz. Le gaz. Le gaz. Le gaz. D'accord? Le gaz, c'est effectivement un fluide aussi. Et donc, tout ce qu'on va faire là, c'est... ça concerne à la fois les liquides et les gaz. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous parlais de la force d'Archimède, oui, c'est la force qui fait flotter les bateaux, mais c'est aussi la force qui fait voler les montgolfières. Enfin, qui fait monter les montgolfières. Parce que dans une montgolfière, on a aussi une force d'Archimède qui est due à la pression du gaz qui se trouve autour de la montgolfière. Okay? Le fait que le gaz est un fluide, c'est pas tout à fait évident, donc j'aimerais faire une petite expérience amusante avec vous. Et cette expérience, je la fais avec 2 tasses. Alors je vais un peu modifier la manière dont je filme ça. Bon, voilà, ça c'est 2 tasses. Ok? Et qu'est-ce que je vais faire avec ces 2 tasses? Eh bien, je vais essayer de verser un gaz d'une tasse dans l'autre pour vous montrer que c'était un fluide. Le gaz que je vais utiliser, c'est du gaz de briquet. Hein? Alors le gaz de briquet, il est plus lourd que l'air, donc je peux le mettre dans un récipient.
Ok, là, je suis en train de mettre du gaz dans cette tasse. Et puis, on ne le voit pas. Mais si je l'allume, il brûle. D'accord? Vous avez vu? Ok. Maintenant, je recommence l'expérience. Je vais mettre du gaz dans ce verre qui est près de ma main. Et ensuite, je vais essayer de transférer ce gaz dans l'autre verre. Ok? Pour vraiment montrer le fait qu'un gaz, ça peut se comporter comme un liquide. Alors, j'ai du gaz là-dedans. Et maintenant, je le verse dans l'autre tasse. Je laisse le gaz descendre. J'espère que ça va marcher. J'enlève ma tasse délicatement. Alors maintenant, est-ce qu'il y a du gaz dans cette tasse? Bah oui, il y a du gaz. Vous l'avez vu brûler? Oui. Ah, vous l'avez vu brûler. Donc j'ai pu verser du gaz d'une tasse dans l'autre. Et donc, quand vous avez un gaz qui est plus lourd que l'air, eh bien, vous pouvez effectivement le verser d'un récipient dans un autre. Là, j'avais du gaz dans une des tasses. J'ai versé ma tasse dans une autre tasse. Le gaz s'est mis au fond de la tasse. Et ensuite, j'ai pu l'allumer. D'accord? Attendez, il faut que je remette ma caméra correctement. Voilà. Alors ça me permet de faire un message de prévention. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce cours, mais c'est une chose que je vous dis, parce qu'il y a des gens qui meurent chaque année à cause de ça. Si vous avez un puits, supposons que vous avez une maison et que dans cette maison, dans le jardin, vous avez un puits pour récupérer de l'eau, et puis que ce puits, il fait 10 mètres de profondeur. Si un jour ça doit vous arriver d'aller travailler au fond du puits parce que vous devez nettoyer le puits ou quoi que ce soit, faites extrêmement attention parce que ce qui se passe dans les puits, c'est que vous avez au fond du puits une accumulation de CO2. Le CO2 est un gaz plus lourd que l'air et donc le CO2, si l'air est tranquille, qu'il n'est pas trop brassé, le CO2, il se concentre au fond des trous. Okay? Et si vous descendez travailler dans un puits et que vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver dans une atmosphère de CO2. Le CO2 va remplacer l'oxygène. Vous allez vous endormir au fond du puits et mourir. Ok? Ça arrive. Donc je voulais attirer votre attention là-dessus. Bien, alors maintenant que j'ai sauvé vos vies, on va s'intéresser à ce qui se passe sur la page 4. Okay. On va maintenant calculer la pression à l'intérieur d'un fluide. Bon, vous me direz pourquoi est-ce qu'on ne calcule pas la pression à l'intérieur d'un solide? À l'intérieur d'un solide, il n'y a pas de pression. À l'intérieur d'un solide, vous avez un solide, vous faites un trou dedans, dans ce trou, il n'y a pas de pression due au solide, puisque le solide ne bouge pas. Ne peuvent exercer une pression que les objets qui sont fluides. Enfin, on ne peut se promener à l'intérieur d'un objet et mesurer la pression que si l'objet est fluide. Okay? Alors, comment est-ce qu'on va maintenant calculer la pression dans une situation où on a un récipient et dans ce récipient, on a une certaine quantité de liquide. Okay? La question maintenant, c'est quelle est la pression sur le fond du récipient? C'est ça qu'on aimerait savoir. Okay? Et qu'est-ce qu'on va se donner? Eh bien, on va se donner une certaine hauteur H de liquide. Je ne vais pas donner une valeur, on l'appelle simplement H. On va se donner une certaine surface au fond du récipient. Ok? Et on va dire que ici, on a une masse petit m de fluide. Ok? Comment est-ce que sur la base de ces informations-là, on pourrait calculer la pression qui s'exerce sur le fond du récipient? Alors,
La formule qu'on connaît pour la pression, c'est force sur surface. Et puis on va essayer d'appliquer cette formule à cette situation-là pour trouver une expression pour la pression dans un liquide. Alors, la force, c'est quelle force qui agit sur le fond du récipient? Qu'est-ce que vous pensez? Force de pesanteur. C'est la force de pesanteur, bien sûr. Ok, donc vous avez votre liquide ici qui a une certaine masse et vous avez une force de pesanteur qui agit vers le bas. Donc on est bien d'accord que la force dont on parle ici, c'est la force de pesanteur. Mais la force de pesanteur, elle s'exprime comment? Vous le savez, la force de pesanteur, c'est la masse fois G divisé par la surface. Ok? Puis bon, là, on arrive à une expression qui dépend de la masse et de la surface, mais moi, j'aimerais arriver à une expression qui permette d'utiliser les caractéristiques du liquide. Et quelle est, à votre avis, la caractéristique du liquide qui va être importante dans cette situation-là? Hein? La masse de liquide, c'est pas si important, mais il y a une quantité qui est liée étroitement au liquide, qui va pas dépendre de la... Pardon? Le volume? Le volume, ça peut varier. Ok? Ce que j'aimerais vous faire dire, c'est qu'on peut réécrire la masse en fonction de la masse volumique. Vous connaissez cette définition de la masse volumique, ρ égale masse sur volume. Ça veut dire que la masse, ce sera la masse volumique fois le volume. Et la masse volumique, c'est quelque chose qui est propre à chaque fluide. Hein, si vous prenez de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Si vous prenez du mercure, c'est 13 600 kg par mètre cube. Vous prenez de l'air, c'est 1,3 kg par mètre cube. La masse volumique, elle est caractéristique d'un liquide. Donc, je vais remplacer la masse dans cette formule-là. Je vais remplacer la masse par la masse volumique fois le volume. Ok? Donc je réécris ça ici. J'ai, pardon, pas la masse. J'ai maintenant la masse qui est remplacée par la masse volumique fois le volume. Et puis après, j'ai encore le G qui est là. Et je dois diviser par la surface. Hein? Alors on est presque arrivé à notre formule. Simplement là, il y a encore des simplifications. Est-ce que vous voyez quelles simplifications on a? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme simplification là? Entre le volume et la surface, il y a peut-être quelque chose. Ok? À la place de la surface, on peut écrire l'air. J'ai pas entendu bien, répète. À la place de la surface, on peut écrire PR carré pour l'air. Ouais, d'accord, mais tu verras qu'en fait la surface, elle s'élimine. Donc on va pas s'occuper de la surface. Le volume, il s'exprime comment en fonction de la surface? Le volume, c'est la surface fois la hauteur. D'accord? Le volume de liquide, c'est la surface de la base fois la hauteur de liquide. Donc cette expression de V, je vais la remplacer par surface fois hauteur. Donc j'obtiens ρ fois surface fois hauteur fois G divisé par surface. Et là vous voyez que la surface s'élimine. Autrement dit, la pression ne dépend pas de la forme du récipient. Ça, on le verra plus tard. Et vous obtenez la formule ρ liquide GH pour la pression. Ok? Ça, c'est une formule qui est très importante dans ce cours. C'est ce qu'on appelle la pression partielle. La pression partielle. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle partielle, cette pression? Parce que c'est la pression qui est due uniquement au liquide. Uniquement au liquide ou au fluide. Okay? Ça veut dire que je ne m'intéresse pas des autres pressions qui peuvent éventuellement exister dans le système. Je m'intéresse uniquement à la pression
engendrée par ce liquide-là sur le fond du récipient. Ok? Donc cette pression partielle, elle est donnée par ρGH. Ça, c'est une formule que vous devez connaître. Hein? Donc elle dépend de la masse volumique du fluide. Masse vol du fluide. Elle dépend de la pesanteur. Autrement dit, si vous allez sur la Lune et que vous plongez dans un lac, l'évolution de la pression ne sera pas la même, ça va évoluer beaucoup plus lentement. Et puis la hauteur, c'est la hauteur de fluide au-dessus de l'endroit où vous essayez de calculer la pression. D'accord? Je vous laisse méditer cette formule un moment. Au niveau des unités, qu'est-ce qu'on a? Le ρ, laissez-moi l'écrire proprement. Au niveau des unités, on a le ρ qui est en kilos par mètre cube. On a le G qui est en quoi, le G? Vous vous souvenez de l'unité de G? Ah. G, c'était des newtons par kilo. Ok? C'était des newtons par kilo. C'est la force divisée par la masse. Et puis la hauteur, c'est des mètres. Ok? Alors maintenant, si vous prenez ces différentes unités, vous voyez que là, vous pouvez éliminer un mètre avec une puissance des mètres cubes, donc il vous reste des mètres carrés en bas. Les kilos s'éliminent. Et qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste des newtons par mètre carré, ce qui est exactement ce qu'on veut, c'est l'unité de la pression, ça c'est le pascal. Ok? Alors tout ce raisonnement-là, c'est exactement le raisonnement qui est fait à la page 4. Alors, c'est fait un peu différemment à la page 4, mais c'est exactement la même méthode et le même résultat. Okay? Et puis, donc, on vous donne en haut de la page 5 un petit résumé de tout ça. On vous dit que cette pression, on l'appelle la pression partielle, car on a tenu compte uniquement de la force de pesanteur du liquide dans le récipient. Okay? Et on vous dit que cette expression de la pression partielle, elle dépend uniquement de la masse volumique du liquide, de la pesanteur et de la hauteur de liquide. Elle ne dépend pas de la forme du récipient. Par exemple, si vous avez un récipient qui a cette forme-là, un récipient qui a cette forme-là, et puis un récipient qui a cette forme-là, et que dans chaque récipient, vous avez la même hauteur de liquide, ok, eh bien, vous aurez la même pression au fond des trois récipients. Vous aurez la même pression parce que, si c'est le même liquide, évidemment, parce que la masse volumique est la même, le G est le même et la hauteur de liquide est la même. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des grandes quantités de liquide pour créer des grandes pressions. Il vous suffit simplement d'avoir une grande hauteur de liquide. Ok? Je vais vous laisser maintenant faire l'exercice 2.3 où on vous demande de calculer la pression partielle d'une colonne d'eau. C'est donc un récipient d'eau de 10 mètres de hauteur. Ok? Et vous avez ici les données, masse volumique, hauteur et G. Alors faites ce calcul, c'est tout bête. Hein. Et on va voir ce que ça donne.
quand G est égal à 10 ou G est égal à 9,1. Ah, là, ils donnent 9,81. Donc, manifestement, ils veulent de la précision, là. Parce que vous voyez, même la masse volumique de l'eau, c'est 998, c'est pas 1000. Donc là, soyons précis. Ok. Et si on va prendre la formule qu'on a fait tout à l'heure, Bah, il faut utiliser celle-là. Oh. Cette formule-là, P égale ρ GH. C'est juste une multiplication que vous avez à faire, en fait. Alors, ces petits bruits, c'est des messages de Dropbox qui m'énervent. Donc, je vais fermer Dropbox. Voilà. Tac. Ah. Vous y êtes? Donc ici, on va calculer la pression partielle qui est due uniquement à l'eau. Okay. Donc ça, ce sera le ρ de l'eau fois le g terre fois la hauteur. Le ρ de l'eau, on vous le donne, c'est 998 kg par mètre cube. Le G, on vous donne la valeur précise 9,81 et puis la hauteur c'est 10 mètres. Donc il faut simplement faire le produit de tout ça. 998 fois 9,81 fois 10. Et ça vous donne 97 903,8 pascal. Okay. Comme je vous l'avais dit, le pascal est une unité qui est petite. Et donc, quand vous faites des calculs de pression, vous obtenez des nombres de pascal assez élevés. Ça, c'est normal. Ok? Ça marche? Ok. Très bien. Maintenant, on a vu la pression partielle, mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle partielle, cette pression? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Hein? On a, je refais un petit dessin, on prend un récipient. Dans ce récipient, on a une certaine hauteur H de liquide. Et au fond du récipient, j'ai une pression partielle due à ce liquide, qui est ρ liquide fois G fois H. Mais qu'est-ce qu'on a oublié comme pression qui intervient dans ce problème et dont on n'a pas tenu compte encore? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? La pression de l'air. La force de soutien. La force de soutien. Alors j'ai deux réponses, pression de l'air et force de soutien. La force de soutien, elle vient de quoi? La surface, enfin... Ouais. Donc tu as une force de pesanteur vers le bas et puis tu as une force de soutien vers le haut qui s'oppose à la force de pesanteur. Alors, c'est pas quelque chose qui va contribuer à la pression, la force de soutien. Ok? Ah ouais, ok. Et la suggestion de Cyrielle était correcte. La chose dont on n'a pas tenu compte dans ce dessin-là, et dans cette formule, c'est de la pression atmosphérique. Parce que la pression atmosphérique, elle agit partout. Partout, partout, partout. Okay? Elle agit aussi sur les côtés du récipient. Elle agit absolument partout. Mais il se trouve que la pression qui agit sur les côtés, entre un côté et l'autre, ça va se compenser. Okay? Tandis que la pression qui agit sur le haut de ce récipient, eh bien cette pression, elle va se transmettre à travers le liquide et elle va venir, elle aussi, appuyer sur la surface qui est là en bas. Donc la différence entre pression partielle et pression totale, c'est simplement la pression atmosphérique. Donc on verra que la pression totale, ce n'est rien d'autre que la pression partielle plus la pression
atmosphérique. Ok? Et puis maintenant, on va discuter un peu de cette pression atmosphérique. Vous pensez que c'est dû à quoi, la pression atmosphérique? Ça vient de quoi? Des molécules qui tapent sur quelque chose. Alors, des molécules d'air, j'imagine. Et puis, ces molécules, pourquoi est-ce qu'elles appuient sur nous, ces molécules? Hein? Parce que se balade. Ah, mais elles se baladent pas complètement. Hein? Si je prends la Terre, ça c'est la Terre. Autour de la Terre, on a quelque chose qui s'appelle l'atmosphère. Alors l'atmosphère, c'est quelque chose de très fin. J'insiste toujours là-dessus, parce qu'on a l'impression à l'échelle humaine que l'atmosphère, c'est quelque chose de très grand. Mais en fait, si vous faites un dessin de la Terre et que vous représentez l'épaisseur de l'atmosphère à la surface de la Terre, vous allez vous rendre compte que l'atmosphère, c'est tout fin. Okay? Et donc, on n'a pas une quantité d'air très grande. Et donc, cet air est influencé par la pollution, par toutes sortes de choses. Okay? Donc, cet air, pourquoi est-ce qu'il se trouve à la surface de la Terre, vous pensez? Pourquoi est-ce qu'on a une atmosphère sur Terre? Comment elle s'est formée? Pas des gaz qui se sont... Pardon? Oui, alors les gaz qui sont dans l'atmosphère, ils ont été produits par des processus biologiques. Par exemple, l'oxygène qu'on a dans l'atmosphère, il a été produit par les plantes, ok, au cours du développement de la vie sur la Terre. L'azote, honnêtement, je ne sais pas par quoi il a été produit. Mais l'oxygène a été produit par les plantes. Mais pourquoi est-ce que cette atmosphère, elle reste autour de la Terre? C'est ça la question. En fait, la réponse est évidente, ok? Mais vous ne vous l'êtes peut-être jamais posée. Pourquoi est-ce que l'atmosphère reste autour de la Terre? Parce que l'atmosphère subit une force de pesanteur. L'air qui est autour de la Terre, il subit la force de pesanteur, tout comme nous, tout comme les objets, tout comme la Terre elle-même. Okay? Et l'air, il a une certaine masse volumique. L'air, c'est un fluide, il a une masse volumique aux conditions normales de pression. Vous connaissez la masse volumique de l'air? Vous connaissez pas? Ça fait un peu partie de la culture générale. La masse volumique de l'air, c'est 1,3 kg par mètre cube. Okay, vous prenez 1 mètre cube d'air, 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Vous le pesez, il faut faire ça un peu intelligemment. Et vous verrez que la masse d'un mètre cube d'air, c'est 1,3 kg. Donc l'air, ça pèse pas rien. Ça a un poids, l'air. Ok? Et donc la pression atmosphérique, c'est simplement, la pression atmosphérique, c'est la pression partielle de l'air. Donc je peux calculer la pression atmosphérique en utilisant la formule de la pression partielle avec l'air atmosphérique. Et on va faire ce calcul tout de suite maintenant. Vous suivez, ça va? Hein? Bon. Alors, donc maintenant, je suis dans une situation poil plus complexe. J'ai mon récipient dans lequel j'ai un liquide, une hauteur H, etc. Mais ce récipient, il se trouve sur Terre et il est dans une colonne d'air. Il y a une colonne d'air au-dessus du récipient. Il y a une colonne d'air au-dessus de nous. Alors cette colonne d'air, quelle hauteur elle fait? C'est pas évident à dire parce que dans la réalité, l'air au-dessus de la Terre, il devient de moins en moins dense au fur et à mesure qu'on monte. Okay? Et moi, je ne peux pas m'amuser à faire des calculs comme ça, c'est trop compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que l'air
a toujours la même densité, la même masse volumique. Je vais considérer que la masse volumique, elle ne diminue pas avec l'altitude. Et puis je vais prendre une altitude moindre que l'épaisseur totale de l'atmosphère. Alors moi, je vous propose de considérer qu'on a 8 km d'air en dessus de nous. Ce qui n'est pas totalement faux, parce que jusqu'à 8 km, on peut aller sans masque. À partir de 8 km, il faut avoir des masques à oxygène, etc. Si vous faites le sommet de l'Everest, sans masque à oxygène, c'est pas évident. Okay? Donc je vous propose de considérer une colonne d'air de 8 km de haut. Et puis maintenant, on va calculer la pression partielle de cet air atmosphérique. Vous m'entendez bien ou quoi? Parce que moi j'entends pas mal de bruit. Bon, ok. Alors la pression partielle de l'air atmosphérique, c'est donc le ρ de l'air fois G fois la hauteur d'air. Le ρ de l'air, on a dit, c'est 1,3 kg par mètre cube. Le G, c'est 9,81, je vais l'arrondir à 10. Et la hauteur, c'est 8 km, que je dois écrire en mètres. Ok. Alors, si je fais ce calcul, combien ça me donne? 1,3 fois 10 fois 8000. Ça me donne 104 000 pascal. Okay. 104 000 pascal dans ce petit modèle tout bête de la pression atmosphérique qui est lié à une colonne d'air de 8 km de haut. Alors il se trouve que le résultat qu'on a là, il n'est pas mauvais. L'approximation n'est pas mauvaise parce que la pression atmosphérique réelle moyenne au niveau de la mer, elle est de 101 300 pascal. Okay? Ça, c'est un nombre, il n'y a pas de théorie là derrière, c'est un nombre qui est mesuré. La pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer est de 101 300 pascal. Pourquoi est-ce qu'on dit pression atmosphérique moyenne? Vous avez une idée? Allô, allô? Pourquoi est-ce qu'on... Ouais, parce que ça varie. Et ça varie avec quoi? La hauteur. Non, si c'est au bord de la mer, ça varie pas avec la hauteur. La pression atmosphérique au bord de la mer, elle varie, mais elle varie à cause de quoi? Vous écoutez pas la météo? Elle varie avec la météo. Ah, juste ça? Ok. Ben oui, en météo, quand vous avez une haute pression, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire beau. Et quand vous avez une basse pression, ça veut dire qu'il va faire mauvais. Et la haute et la basse pression, ce sont de légères variations de la pression atmosphérique au niveau de la mer. Alors si vous avez une basse pression, vous êtes peut-être à 99 000 pascal. Et si vous avez une haute pression, vous êtes peut-être à 104 000 pascal. Okay? Et la moyenne de tout ça, c'est 101 300. Okay? Mais il ne faut pas vous attendre à aller au bord de la mer, à faire une mesure et à obtenir immédiatement 101 300, parce que tout ça, ça varie avec la météo. Et après, la météo, bah, qu'est-ce qu'elle vous fait? Si je fais ici un modèle de l'atmosphère, okay? Supposons qu'à un instant, à un endroit, j'ai une pression qui est basse, et à un autre endroit, j'ai une pression qui est haute. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, avec l'air? On a une haute pression là, on a une basse pression là. Ça veut dire que ici, les molécules d'air, elles sont un peu plus comprimées. Elles ont un peu moins de place. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir du vent qui va se mettre en place. Hein, le vent, il va transporter de l'air entre les régions de haute pression et les régions de basse pression. Et puis le vent, il va aller comme ça. Et puis ensuite, quand il arrivera là, eh bien, il va faire une espèce de cercle. Donc vous avez dans l'atmosphère des situations de vent qui vont dans un sens à basse altitude, dans le sens inverse à haute altitude, etc. Et tout ça est extrêmement compliqué parce que c'est influencé par la rotation de la Terre aussi.
Donc en fonction de la latitude et en fonction de la vitesse à laquelle la Terre tourne, vous avez des situations météorologiques qui sont plus ou moins violentes. Ok ? Voilà, donc la pression atmosphérique, ça n'est rien d'autre que la pression partielle de l'air qui se trouve au-dessus de nous. Ça, c'est quelque chose d'important. Autrement dit, si on monte à la montagne, qu'est-ce qui va se passer avec la pression atmosphérique? Hein? Supposons que je suis là au bord de la mer, je subis une pression atmosphérique de 101 300 pascal, et puis tout à coup, je monte au sommet d'une montagne qui fait 5000 mètres d'altitude. Si je vais là-haut, est-ce que la pression, elle sera plus faible ou plus élevée qu'au bord de la mer? Qu'est-ce que vous pensez? Plus faible. Pourquoi? C'est juste, mais pourquoi? Essaye de raisonner comme on a fait avant. Avant, on a calculé la pression partielle de l'air qui est au-dessus de nous. Hein? Maintenant, la question, c'est quand on va à la montagne, pourquoi la pression diminue? Alors, on a dit que l'atmosphère, elle fait à peu près 8-10 km d'épaisseur. L'atmosphère dans laquelle on peut vivre, la biosphère. Okay? Donc, si on est au bord de la mer, on a au-dessus de nous une colonne d'air qui fait, tout à l'heure, on a dit 8 km de haut. Okay? Et la pression qu'on ressent, c'est le poids, en fait, de ces 8 km d'air. Si on est à la montagne, si on est à 5000 mètres d'altitude, il reste combien d'air au-dessus de nous? Hein? Il reste 3 km d'air au-dessus de nous, puisqu'on est monté de 5 km et que l'épaisseur de l'atmosphère, elle ne change pas. Il reste 3 km, il y a moins de hauteur d'air au-dessus de nous, donc la pression qu'on ressent est plus faible. D'accord? Donc plus vous allez à la montagne, plus la pression, plus vous allez haut, plus la pression atmosphérique diminue. Oui? Vous avez compris ça? Ouais. Ok. Donc, comment est-ce que cette pression atmosphérique diminue en fonction de l'altitude? Ça, c'est ce qui vous est expliqué dans le graphe qui est ici. Alors, on a un peu de peine à lire, donc on va regarder les axes. L'axe horizontal, c'est l'altitude. L'altitude, elle est donnée en mètres. Vous voyez, vous avez 4000, 8000, 12000, 16000 mètres. Et puis, l'axe vertical, c'est la pression. Et cette pression est donnée en pascal. Vous avez 20 000, 40 000, 60 000, 80 000, 100 000. Hein? Et puis, notre courbe, elle commence ici. À 0 mètre d'altitude, on est à 100 000 ou à 101 300, on ne voit pas bien sur le graphique, c'est 101 300 en principe. Okay? Mais maintenant, si on se met là, par exemple, à cette altitude-là, c'est un peu plus haut que 4000. En fait, ça, c'est typiquement le sommet du Mont Blanc. Au sommet du Mont Blanc, la pression atmosphérique, elle est plus que de 55 000 pascal à peu près. Okay? Donc, vous avez presque la moitié. Donc quand vous marchez au sommet du Mont Blanc, eh bien vous avez plus de peine à faire des efforts physiques parce que votre corps reçoit moins d'oxygène. Au sommet du Mont Blanc, ça va encore, il faut être un peu entraîné, mais ça va. Par contre, si vous allez au sommet de l'Everest, ok, là, le sommet de l'Everest c'est 8881, là on est au-dessus de 8000. Et vous voyez qu'au sommet de l'Everest, la pression, elle est de 30 000 pascal à peu près, donc moins d'un tiers de ce qu'elle est au bord de la mer. C'est pour ça que si vous montez à l'Everest, vous avez de la peine à respirer. Il y a des gens qui l'ont fait sans masque à oxygène, mais maintenant, la tendance moderne, c'est plutôt d'emmener des touristes et de les faire payer très cher pour les emmener jusqu'au sommet.
Et puis comme on veut emmener au sommet des Américains, etc., qui n'ont pas vraiment l'habitude, eh ben, on leur file des bouteilles d'oxygène et puis elle est belle. Hein, et ça fait un joli business. Et voilà, et ça fait que l'Everest est complètement plein de monde en saison. Ok? Donc, souvenez-vous bien que cette pression, elle diminue en fonction de l'altitude et que ça peut poser des problèmes de santé à certaines personnes. Les gens qui sont cardiaques, en principe, ils ne doivent pas aller trop haut à la montagne. Voilà. Alors, ici, donc, il y a le résumé de tout ce que je vous ai dit. La pression totale à un endroit au fond d'un récipient. Si vous avez un liquide dans ce récipient, c'est la pression partielle du liquide, plus la pression qui s'exerce à la surface du liquide, qui est évidemment la pression atmosphérique. Et cette pression atmosphérique, on vous dit ici qu'au bord de la mer, la pression atmosphérique moyenne est de 1 atmosphère. Alors l'atmosphère, c'est une autre unité de pression. On a beaucoup d'unités pour la pression, vous verrez. Et une atmosphère, par définition, c'est 101 300 pascal. C'est égal à la pression moyenne au bord de la mer. Ok? L'atmosphère, c'est une unité qui est utilisée, mais pas autant que le bar. Vous avez déjà entendu parler du bar comme unité de pression? Hein? Ouais. Alors, un bar, c'est 100 000 pascal par définition. Voilà. Maintenant, à Genève, on est plus haut que le bord de la mer, donc on a un peu moins d'air en dessus de nous que si on était au bord de la mer, et donc la pression atmosphérique, elle est légèrement diminuée, et la pression moyenne à Genève, c'est 96 900 pascal. Okay, je réécris parce que ça, moi, ça ne me parle pas beaucoup. 96 900 pascal. Et puis, si ça vous intéresse d'avoir la fonction qui décrit cette courbe, eh bien, elle est donnée là. Ça, c'est pas quelque chose, je vous interrogerai jamais là-dessus. Ok, 1 moins 2,26 par 10 moins 5 h à la puissance 5,255. Tout ça fois 1,0. C'est ce qu'on appelle une loi phénoménologique. Ok, on a regardé la courbe et puis on a demandé à un ordinateur de fitter une fonction exponentielle là-dessus, puis l'ordinateur, il a répondu ça. Ok, c'est tout, c'est rien d'autre. Il n'y a pas de théorie là derrière, c'est juste une courbe reproduite. Ok, vous avez des questions sur ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant? Hein? Donc on a parlé de pression partielle, on a parlé de pression totale et de pression atmosphérique. Alors maintenant, je vais vous laisser faire l'exercice 2.4, qui est un exercice de calcul de la pression partielle. Mais dans la première question, vous devez déterminer la masse volumique de ce fluide. Alors faites-le déjà, parce qu'il faudra que je vous dise ce que c'est comme fluide si vous ne savez pas. Okay? Faites déjà la question A, et puis après je vous laisserai faire la suite. Vous y êtes avec cette masse volumique, hein? Juste une question, c'est quoi les 100 cm² de section? Alors, la notion de section, ça pose toujours un problème. C'est quoi la section?
la section... Attends, je cherche une feuille. De manière générale, la section c'est quoi? Tu prends un objet d'une certaine longueur, une section verticale de cet objet, c'est la surface que tu obtiens en coupant cet objet par un plan vertical. Okay? Ça, c'est une section verticale. Okay? Ok. Et puis, si tu as un objet qui est, par exemple, un cube comme ça, eh bien, la section horizontale de l'objet, c'est la surface que tu obtiens en coupant l'objet horizontalement. Donc, en fait, pour cet objet-là, ça correspond à la surface de contact avec le sol. Ok. D'accord? Pour un objet régulier, la section, c'est la surface de contact. Ok. Ok. Vite! Bon, alors, vous avez calculé cette masse volumique? Hein? La masse volumique, on est d'accord que c'est la masse divisée par le volume. Hein? Et là, vous avez une masse de 10 kg. Par contre, le volume, vous ne le savez pas. Alors, le volume, il faut le calculer. Le volume, c'est la surface de la base fois la hauteur. D'accord? Ici, on vous dit que la base, elle fait 100 cm². Donc, vous allez écrire 100. La hauteur, c'est 7,35 cm. Alors, vous pouvez l'écrire en centimètres. Il faut simplement vous souvenir du fait que ça va vous donner des centimètres carrés. Okay? Ça va vous donner 735 cm². Puis maintenant, il faut transformer en mètres carrés. Alors, 735 cm², ce sera 7,35 décimètres carrés, parce que je saute 2 puissance de 10 à chaque transformation. Et donc ça, ce sera 0,0735 mètres carrés. Faites attention, je vous le rappelle, vous devez mettre les volumes, les surfaces, etc. en mètres cubes, respectivement, en mètres carrés. Ok? Sauf que j'ai fait une connerie. Voilà, mais personne n'a remarqué. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? C'est pas des centimètres carrés, c'est des centimètres cubes. Ok, donc tout ça c'est faux. Je suis désolé. Voilà, puis en plus je vais mettre la vidéo en ligne. Le monde entier saura que j'ai fait ce qu'il faut. Donc ça c'est 100 par 735, c'est-à-dire 735 centimètres cubes. D'accord? Parce que c'est des centimètres carrés fois des centimètres. Et maintenant je dois sauter 3 puissance de 10 chaque fois. Donc ça fait 0,735 décimètres cubes. Dans un décimètre cube, il y a 1000 centimètres cubes. Et ça fait 0,000735 mètres cubes. J'espère que je ne me suis pas foutu dedans. On va voir tout de suite. Donc ça, je vais calculer. Maintenant, je vais remplacer le volume ici par 0,000735. Et combien ça donne? Combien ça donne? On a 10 divisé par 0,00735. Et ça donne, c'est juste, ça donne 13 000 environ. 13 605 kilos par mètre cube. Vous êtes toujours avec moi là? J'entends plus rien. Oui. Oui, oui. Ok. Donc vous trouvez une masse volumique de 13 605 kg par mètre cube. C'est beaucoup 13 605 kg par mètre cube ou c'est pas beaucoup? Ouais, quand même, pas mal. Ouais. Bah, l'eau c'est combien? Vous vous souvenez de la masse volumique de l'eau? C'est combien la masse volumique de l'eau? C'est 1000 kg par mètre carré, non? Même par mètre cube, non? 1000 par mètre cube, ok? Donc là, on a affaire à un liquide qui est 13,6 fois plus dense que l'eau, ok? Ça, c'est 13
0,6 fois la masse volumique de l'eau. C'est quelque chose d'extrêmement dense. Enfin, extrêmement, non, c'est pas un trou noir, on est d'accord. Mais disons, dans les substances existantes sur Terre à l'état naturel, aux conditions normales de pression et de température, c'est une masse volumique qui est très importante. Est-ce que vous savez ce que c'est, cette substance qui a une masse volumique de 13 600? Je vais vous faire deviner. C'est un métal qui est liquide à température ambiante. Mercure? Ouais, c'est du mercure. Putain, c'est ça. Alors, ça, c'est du mercure. Ok. Le mercure, même si on était en classe, je ne pourrais pas vous en montrer parce qu'avant on en avait dans les écoles, mais maintenant, comme c'est un peu dangereux, ils l'ont enlevé des écoles. Donc quand on aura enlevé tout ce qui est un peu dangereux, ben, on ne pourra plus enseigner, et puis voilà. Le mercure, on en a aussi dans les anciens baromètres. Vous avez peut-être chez vous un baromètre à mercure, ça existe encore. Faites un peu attention parce que c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé, disons. Ce qu'il faut surtout savoir à propos du mercure, c'est que si vous faites tomber du mercure par terre, vous avez déjà vu du mercure par terre, comment ça fait? Ça fait plein de petites billes, plein de petites boules qui partent dans tous les sens, c'est une horreur. Alors si ça vous arrive une fois que vous cassez un thermomètre à mercure ou un baromètre, vous prenez surtout pas l'aspirateur pour ramasser les petites boules, parce que ça c'est la meilleure manière de vaporiser le mercure dans votre maison, et s'il est vaporisé, là vous avez un risque pour la santé qui est important. Donc vous n'aspirez jamais les billes de mercure, mais vous les ramassez en les poussant avec une feuille de papier. C'est drôle. Non mais c'est vrai, il faut faire attention avec ça. Voilà, donc ça c'est du mercure. Ok ? Alors maintenant, quelle pression partielle exerce ce fluide sur le fond du récipient? Eh bien, la pression partielle, c'est, on a vu ρ fois G fois H, et puis maintenant, c'est le ρ du mercure. Le mercure, son symbole chimique, c'est Hg. Je ne sais pas d'où ça vient, honnêtement. Je ne sais pas de quelle langue ça vient. Parce qu'en anglais, c'est mercury, en allemand, c'est Quecksilber. Je ne sais pas. Je sais pas. Donc, ici, vous calculez la pression partielle. Le ρ du mercure, on vient de le calculer, c'est 13 605. Bon, d'habitude, on prend 13 600, mais c'est égal. Le G, on va l'arrondir à 10 parce que je suis flemmard. Et puis, la hauteur, c'est combien la hauteur? 7,35 cm. Donc ça, je dois le mettre en mètres, c'est-à-dire 0,0735. Et si vous faites ce calcul, 13 605 fois 10 fois 0,0735, ça vous donne, tiens, ça vous donne exactement 10 000 pascal. Excusez-moi, là ça se marche un peu dessus. C'est comme ça, ok? Là, ça vous donne 10 000 pascal. Donc, vous voyez qu'avec 7 cm de mercure, ce qui n'est pas beaucoup, 7 cm, hein, avec 7 cm de mercure, vous obtenez une pression de 10 000 pascal. Et si vous vouliez obtenir la même pression au fond de votre récipient avec de l'eau, eh bien, il faudrait 13,6 fois plus de hauteur d'eau que de hauteur de mercure. C'est pour ça qu'on utilise le mercure pour les baromètres. Parce que comme il est très dense, ça permet de faire des mesures de pression sur des hauteurs de liquide beaucoup plus faibles. Mais on verra ça, on étudiera le baromètre après. Dernière question, quelle pression totale subit le fond du récipient à Genève? On vous dit la pression totale à Genève. Alors la pression totale, on avait vu que c'était la pression partielle plus la pression atmosphérique. Mais ici, je dois prendre la pression atmosphérique à Genève. Okay. La pression partielle, je l'ai calculée là, c'est 10 000. La pression atmosphérique à Genève, on vous la donne ici. Si jamais vous avez besoin de cette valeur, vous pouvez la... je ne sais pas si elle est dans les tables CRM. Mais bon, ça fait partie de nouveau un peu de la culture générale. Ceci dit, si pour la pression atmosphérique, vous me mettez 100 000,
moi je vais pas hurler, quoi. Donc vous avez 10 000 de pression partielle due au mercure, plus 96 900 de pression atmosphérique, et bien ça vous fait 106 900 pascal de pression totale. Oui. Non? Non, c'est juste. Bah, ah oui, non, c'est juste en monde, désolé. Ok. Je ne sais juste pas lire. Mais non. Ok, donc là, on arrive bientôt au bout des hostilités. La page suivante, c'est une discussion des différents types d'unités. Ça, on fera la prochaine fois. Il y a beaucoup d'unités pour la pression. Il y a le mètre colonne d'eau équivalent, le mètre colonne mercure équivalent, il y a l'atmosphère, il y a plein de... Il y a le bar, il y a plein d'unités, parce que la pression, c'est une grandeur qui est relevante à plusieurs domaines professionnels, et dans chaque domaine, on s'est un peu doté d'une unité qui marchait bien. Ok, mais une unité qui marche, qui s'utilise couramment pour la pression, c'est le bar. On verra ça la prochaine fois. Un bar, c'est 100 000 pascal. Donc un bar, c'est à peu près la pression atmosphérique à une hauteur moyenne de 100-200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ok, j'aimerais encore faire le 2.8. Après, je vous donne 2.9 et 2.10 en devoir, et puis c'est fini. Le 2.8 est un exercice où on compare la pression exercée par une patte d'éléphant, par un sabot de vache et par un talon aiguille, et puis on arrive à des conclusions évidemment étonnantes. Okay. Alors, on va le faire ensemble parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Quelle est la pression exercée par les pattes d'un éléphant d'Afrique de 5 tonnes, si l'on admet qu'il est immobile et que la surface de contact de chacune de ses pattes avec le sol est un disque de 30 cm de diamètre? Alors, si c'est un disque de 30 cm de diamètre, vous pouvez calculer la surface. Et la surface, c'est pi fois le rayon au carré. Donc, ce sera pi fois le rayon qui est de 15 cm. Mais ces 15 cm, vous devez les écrire en mètres. Et ensuite, vous prenez le carré. D'accord ? Ça, c'est la surface d'une patte d'éléphant. Et maintenant, si vous voulez calculer la pression exercée par une patte d'éléphant sur le sol, eh bien, vous devez prendre la force, ce sera donc la force de pesanteur de l'éléphant, divisée par la surface. Alors maintenant, il y a un problème, c'est que l'éléphant a 4 pattes. Okay, on n'est pas dans une situation où l'éléphant se tient avec 3 pattes en l'air sur une patte arrière. Il est debout, et donc là, on va diviser par 4, c'est-à-dire que soit on considère la force de pesanteur de tout l'éléphant, mais on dit qu'il a 4 pattes, donc la surface est multipliée par 4, soit on dit qu'on prend une surface, mais dans ce cas, il faut prendre le quart de la force de pesanteur de l'éléphant. Enfin, ça revient au même, il faut diviser par 4. Voilà. La force de pesanteur, c'est la masse fois G, donc 5000 kg, 5 tonnes fois G qui vaut 10, j'approxime G à 10, et puis je vais diviser ça par 4 fois cette surface, donc 4 fois pi fois 0,15 au carré. Et là, je peux faire le calcul, et je trouve un résultat. Alors, il faut que je recalcule parce que j'ai oublié. Ça fait 50 000 divisé par 4, divisé par pi, divisé par 0,15, divisé par 0,15. Et ça nous donne 176 839 pascal environ. Okay. Donc là, c'est quand même presque le double de la pression atmosphérique. Okay, mais ce n'est pas le double. Hein. Si vous prenez un éléphant de 3 tonnes, la pression qui s'exerce sous ses pattes, elle est à peu près équivalente à la pression atmosphérique. Hein. Donc la pression atmosphérique, c'est important comme pression. On ne s'en rend pas compte parce qu'on s'est développé pour vivre avec cette pression autour de nous. Mais il y a quand même une pression importante autour de nous. Voilà, alors après, on aimerait comparer cette pression d'une patte d'éléphant à la pression d'un sabot de vache. Alors,
évidemment, la plupart des gens, ils vont dire au pifomètre que le sabot de la vache, il exerce moins de pression sur le sol parce que la vache, elle est moins lourde. Et ben, vous allez voir que ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas que la force de pesanteur qui compte, mais il y a la surface qui compte surtout. Alors l'éléphant, il est fait avec des pattes qui sont grandes, de manière à ce que même en étant lourd, il puisse marcher correctement sur le sol. Eh bien, la vache, c'est la même histoire, mais maintenant, on dit que les sabots forment un disque de 10 cm de diamètre. Donc la surface du sabot, ça va être pi r carré, ça va être pi fois la moitié de 10 cm. Donc le rayon, c'est la moitié de 10 cm, c'est 5 cm au carré. Et puis la pression, c'est la force de pesanteur, de nouveau sur 4 fois la surface, parce que la vache a aussi 4 pattes. Ok, la vache, elle fait 600 kg fois G, que j'arrondis à 10, divisé par 4 fois la surface pi fois 0,05 au carré. On calcule ça, ça fait 6000, divisé par 4, divisé par pi, divisé par 0,05, divisé par 0,05, et ça nous donne 190 986 pascal. Donc, contrairement à l'idée préconçue qu'on pourrait avoir que de se faire marcher dessus par un éléphant, c'est moins bien que de se faire marcher dessus par une vache, eh bien là, vous avez la réponse, c'est pas vrai. Il vaut mieux se faire marcher dessus par un éléphant que se faire marcher dessus par une vache. D'accord? Vous raconterez ça à vos parents à midi. Je suis sûr que ça va les intéresser. Et puis, maintenant, comparer cette pression à celle exercée par les talons aiguilles d'un humain. J'ai modifié cet exercice il n'y a pas longtemps, parce qu'avant, c'était une dame de 60 kg, alors ça faisait sexiste. Mais de toute façon, de nos jours, il y a aussi des garçons qui portent des talons aiguilles, donc ça ne pose pas de problème. Alors, la surface du talon aiguille, maintenant, on vous la donne. Ok, on vous dit que c'est 1 cm² la surface d'un talon aiguille. 1 cm², ça vous fait 10 moins 2 décimètres carrés, ça vous fait 10 moins 4 mètres carrés. Et puis la pression, je vais un peu vite, mais c'est parce que j'ai envie de terminer, c'est bientôt l'heure. La pression, c'est la force de pesanteur sur la surface. Donc c'est la masse de la dame, 60 kg, fois G que j'approxime à 10. Et puis maintenant, je vais diviser par 2, pas par 4, parce que cette brave dame, on imagine qu'elle marche sur ses deux pieds. Ok. Et puis la surface, on a dit que c'était 10 puissance moins 4. Alors, j'ai pas besoin d'une calculatrice pour faire ça. Ça fait 60 par 10, 600, divisé par 2, 300. 300 fois 10 puissance 4. 300, 1, 2, 3, 4 zéros que j'ajoute. Et ça me fait 3 millions de pascal. Ok. Donc il vaut mieux se faire marcher dessus par un éléphant que par une dame en talons aiguilles. Voilà à quoi ça sert les cours de physique, vous voyez. Voilà. Alors, moi j'ai terminé. Je suis désolé, je suis presque arrivé au bout de l'heure. Donc je vous demande de faire en devoir pour le 6 mai. Je vous demande de faire en devoir les exercices 2.9 et 2.10. Exercice 2.9, c'est juste, il n'y a pas de calcul à faire, il faut juste réfléchir un peu. Sur la base de la formule PP égale ρGH, est-ce que la pression sera différente dans ces deux récipients? Et puis celui-ci, c'est une question de pression partielle et pression totale. C'est tout à fait dans la ligne de ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, je vous laisse. J'ai enregistré le cours, ça me permet de le publier pour toutes les classes de première, pour tous les élèves qui n'ont pas pu suivre le cours. Je le mettrai sur toutes les classes parce que lundi, l'enregistrement n'a pas marché. Mardi, j'ai oublié de le démarrer. Et donc, il ne me reste plus que celui d'aujourd'hui qui a bien marché. Ok? Et puis donc, on se voit la semaine prochaine et on va continuer ces histoires de pression.
Ok? Ok. Bonne journée. Au revoir, merci. Bye bye.